Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le GIRA réalise une belle prise. Les agents des douanes du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan ont mis la main sur une importante quantité de faux médicaments. Plus de 33 tonnes saisies dans la commune de Port-Boué. L'opération a été menée il y a quelques jours. On lutte aussi contre la corruption en Côte d'Ivoire. L'opération de moralisation baptisée Opération Coup de poing est en cours dans le secteur hospitalier, notamment des mesures disciplinaires à l'encontre de 5 agents de santé soupçonnés de corruption ont été annoncées ce vendredi par le gouvernement. Le dossier VDC de ce 20h nous mènera dans la région de la Maraoué où les populations sont au front contre la pauvreté. Le projet avec, entendez, association villageoise d'épargne et de crédit est la belle idée trouvée. Le projet fait sensation déjà et les retombées sont palpables du côté de Boisflé. Le Mali en deuil a rendu un dernier hommage à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier dernier. Ibeka a été inhumé aujourd'hui dans la stricte intimité familiale. Les autorités de transition ont décrété un deuil national de 3 jours. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par cette très belle prise réalisée par le GIRA. Les agents des douanes du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan ont mis la main sur une importante quantité de faux médicaments, plus de 33 tonnes saisies dans la commune de Port-Boué. L'opération a été menée récemment. Le témoignage de Jean-Jacques Wami. Ce sont plus de 33 tonnes de faux médicaments qui ont été saisis par les douanes après une fouille minutieuse d'un entrepôt dans la commune de Port-Boué. Les agents des douanes ont découvert plusieurs cartons de médicaments prohibés constitués de comprimés, gélules, capsules, ampoules, injectables et flacons de sirop. Ces médicaments ne détenaient aucune autorisation préalable d'importation délivrée par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP. Pour le groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, il s'agit d'une importation en contrebande de marchandises prohibées. À l'endroit des contrevenants, je voulais rappeler que le GIRA a pour mission de surveiller strictement la pantière qui lui est réservée. Ces médicaments que vous voyez sont très dangereux pour la santé publique. Donc nous invitons la population à une franche collaboration avec les services des douanes afin d'endiguer ce fléau. L'opération a permis de dénombrer 1903 cartons de faux médicaments, poids 33,36 tonnes. Attention aux faux médicaments, toujours sur le plan sanitaire. On renforce la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Êtes-vous sur le point de voyager? Eh bien, si vous résidez en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, sachez que depuis ce vendredi, un nouveau centre de dépistage Covid-19 est ouvert au Palais des Sports de Treichville pour vous permettre de réaliser vos tests et d'obtenir dans un bref délai les résultats. L'ouverture de ce centre de dépistage dédié uniquement aux voyageurs est une initiative du ministère de la Santé, initiative saluée par les populations, nous rapporte Théodore Zouzou, Godefroy Kambawa. Pour répondre efficacement à la demande de tests PCR par les populations et particulièrement des voyageurs, le gouvernement met les moyens. Un nouveau centre de dépistage de Covid-19 est ouvert. Il est contigu au centre de vaccination contre la Covid-19 installé au Palais des Sports de Treichville. Ce centre est essentiellement dédié aux voyageurs. En ouvrant ce site de prélèvement, qui est un grand site, qui a une capacité de dépistage de 500 personnes par jour et qui va être uniquement dédié donc, aux voyageurs. Cela va donc permettre de désengorger les autres sites et permettre aux voyageurs de pouvoir disposer de leur test PCR pour pouvoir voyager. Mais à côté de cela, on avait seulement l'Institut Pasteur qui était donc dédié à cela. Le gouvernement a décidé de démocratiser en ouvrant le CEDRES qui est dans l'enceinte donc, du CHU de Treichville, qui a aussi une capacité importante de diagnostic qui peut aller jusqu'à 500 tests par jour. Et à terme, qui pourra aller jusqu'à 1000 à 2000 tests par jour. Cette infrastructure qui peut accueillir 500 personnes par jour est constituée d'un hall d'accueil de 16 box, dont 5 pour l'enregistrement, 5 pour le prélèvement, des blocs de consultation et un box pour l'isolement doté de 2 lits.
Ce centre vient accroître la capacité en termes de réponse en matière de demande de tests liés à la Covid-19. Et dans le domaine sanitaire, toujours, on retrousse les manches contre la corruption. L'opération de moralisation, baptisée Opération Coup de poing, est en cours dans le secteur hospitalier. Donc, des mesures disciplinaires à l'encontre de 5 agents de santé soupçonnés de corruption ont été annoncées aujourd'hui même. Le gouvernement veut ainsi bâtir une société citoyenne incorruptible, nous dit Lansene Bakayoko. Courant octobre-novembre 2021, des investigations préliminaires diligentées dans cet établissement de santé par les vérificateurs du ministère en charge de la bonne gouvernance avaient mis en évidence des cas flagrants de corruption dans nos hôpitaux. Ces suspects, 14 agents de santé et 2 vigiles, avaient alors été mis à l'index. Mais des enquêtes plus approfondies, consolidées par les services compétents, viennent d'établir la culpabilité de 5 agents. La saisine du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a permis de fiabiliser les investigations à travers des auditions, des mises en cause, des demandes d'explications écrites, des écoutes d'enregistrement audio, des visionnages des vidéos réalisées et la confrontation physique. Vente parallèle de médicaments, facturation des soins réputés gratuits, détournement de frais d'hospitalisation et de patients, notamment vers des cliniques privées, prestations abusives d'examens de laboratoire ou encore surfacturation des prestations sont les manquements retenus contre les coupables. Les 5 agents convaincus de corruption sont en fonction au CHU de Cocody, au CHR d'Abobo, à l'hôpital général de Koumassi et dans les formations communautaires de Portbou 2 et à Jeffosim Niangon à Yopougon. L'opération de vérification d'allégations sera poursuivie dans les autres secteurs publics, notamment l'administration fiscale, la justice, l'éducation, le transport. Un calendrier a d'ailleurs déjà été établi pour mener la traque au titre de l'année 2022. Bâtir une culture anticorruption, assainir la gouvernance publique, voilà la trajectoire tracée et l'héritage que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, veut laisser à la Côte d'Ivoire de demain. Voilà, la bonne gouvernance est ainsi en marche dans notre pays. Après San Pedro, la ville de Bondoukou sera la prochaine ville du pays à accueillir une université. Les travaux sont actuellement en cours et le taux de réalisation est de 30%. Ce vendredi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est allé s'enquérir de l'état d'évolution du chantier. Il a visité, comme vous le voyez sur ces images, les différents édifices en construction. Il assure que l'ouvrage qui avance très bien sera livré en octobre prochain, comme l'a indiqué le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mama Traoré et Célestin Frodo, dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable vient de présider la 2e édition des Journées nationales du commerce équitable. Et ces journées sont initiées par le réseau ivoirien du commerce équitable, plusieurs associations étrangères, dont Commerce équitable France et le programme Équité, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette grande rencontre. Le récit de Cheikh Koné. Le commerce équitable au cœur de la coopérative. C'est le thème qui a sanctionné cette 2e édition des Journées nationales du commerce équitable. Un concept qui replace les producteurs au cœur du système à travers le respect des principes d'équité et de transparence. Le premier, c'est d'assurer un revenu décent, un prix rémunérateur aux producteurs, donc de s'assurer qu'il couvre le coût de production et qu'il va au-delà pour que le producteur puisse tout simplement vivre décemment de son métier. Ensuite, c'est une prime de commerce équitable qui est remise aux coopératives, des coopératives qui peuvent alors mettre en place des projets communautaires de développement de leur territoire. Ensuite, ce sont des coopératives qui sont organisées de manière démocratique et qui représentent la voix de leurs producteurs membres, qui ont tous une voix lors de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Depuis son introduction en Côte d'Ivoire, le commerce équitable dans le secteur agricole connaît une ascendance inattendue. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui plus de 260 organisations des producteurs certifiées en Côte d'Ivoire, représentant environ 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Selon une étude comparative commandée par le label Fairtrade, les producteurs de cacao du même label ont augmenté leurs revenus de 85%.
au cours des 4 dernières années. Une avancée saluée à juste titre. Je félicite donc le réseau ivoirien du commerce équitable pour ces journées qui s'inscrivent pleinement dans la politique nationale de préservation de l'environnement. Je voudrais féliciter également toutes les coopératives, les producteurs et productrices qui démontrent chaque jour leur détermination à aller de l'avant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'ouverture de ces journées, une conférence inaugurale sur l'impact du commerce équitable a été tenue. Bien avant, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité les exposants dont plusieurs viennent de l'extérieur du pays. Ouvert ce jeudi, ces journées referment leurs portes ce vendredi. Le réseau ivoirien du commerce équitable, REIS, initiateur de ces journées, est une association d'organisations de producteurs certifiés commerce équitable Côte d'Ivoire. Il compte à ce jour 9 coopératives. Le Fonds de solidarité africain se dote d'une nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo du fonds vient d'être dévoilé. Il a été présenté officiellement dans la capitale économique ivoirienne, ici à Abidjan, devant des partenaires techniques et financiers. Ce fonds vise tous les pays africains, nous dit Dangui Dangui. Après avoir rencontré les autorités et le secteur privé ivoirien, avec lequel elle a désormais des accords cadres de coopération, la délégation du Fonds de solidarité africain a signé la fin de sa mission sur les bords de la lagune ébriée par la présentation officielle de sa nouvelle identité visuelle. Nous avons pensé qu'il faut voir le logo, le slogan, la charte graphique du Fonds de solidarité africain pour que ça soit contemporain, pour que ça corresponde à l'ambition du FSA aujourd'hui, que ça corresponde aussi aux objectifs qui nous ont été assignés par les États membres. Cette nouvelle identité visuelle inaugure de nouveaux objectifs et défis que se lance cette institution financière. Nos défis, c'est d'abord renforcer nos interventions dans les États membres, en particulier les pays qui sont en paix, qui sont en sécurité et qui ont un potentiel économique qui ne demande qu'à être révélé, comme la Côte d'Ivoire. Un autre défi, c'est l'adhésion de tous les États africains au Fonds de solidarité africain. Le Fonds de solidarité africain existe depuis 40 ans. 14 États africains sont actionnaires de cette institution financière multilatérale dotée d'un capital de 150 milliards de francs CFA. Le dossier VDC de ce 20 nous mène dans la région de la Maraoué où les populations sont au front contre la pauvreté. On retrousse les manches là-bas avec le projet avec, entendez, association villageoise d'épargne et de crédit. Ce sont des groupements au sein desquels les adhérents épargnent avec possibilité d'accéder au crédit et le but est de leur permettre d'initier et de développer une activité génératrice de revenus. Le projet avec fait déjà sensation, il a le vent en poupe et les retombées sont palpables dans le département de Boisflé. Avec un projet pour l'autonomisation, le dossier est signé ce soir. Eugène Atoubé. À la sortie de la ville de Boisflé en direction de Yamoussoukro, il faut parcourir 4 km de piste pour atteindre Ngatakro. Le village laisse découvrir avec fierté les signes de sa marche vers le développement, mais l'aspiration des populations au progrès est encore grande. Entre acquis et besoins, elles tentent à qui mieux de sortir de la pauvreté pour assurer leur propre réalisation. Les femmes notamment qui exercent leurs activités avec beaucoup de détermination. Aujourd'hui, les associations villageoises d'épargne et de crédit avec leur offrent cette opportunité. En milieu de journée, l'équipe de la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant est accueillie par les femmes du village. Cette équipe vient superviser la réunion des adhérents de l'une des AVEC que compte Ngatakro. Notre objectif, c'est de voir les femmes autonomes. Elles pourront emprunter de l'argent, aller mener leurs activités. Les parents avaient vraiment des appréhensions. Mais aujourd'hui, ils ont vu le bien fondé de la chose. Ils savent que les structures étatiques aussi sont impliquées. Donc ils pensent qu'ils pourront faire vraiment beaucoup de bonnes choses. Le village de Ngatakro compte 3 associations villageoises d'épargne et de crédit. Les femmes de Ngatakro découvrent
la culture de l'épargne et y adhèrent. Par consensus, elles ont fixé à 500 francs CFA le montant de la part à verser par chacune d'elles à chaque réunion hebdomadaire, en plus des 100 francs CFA exigés et également fixés par consensus et obligatoires pour la caisse de solidarité. Aujourd'hui, cela permet de renforcer la cohésion sociale en Ngatakro. Depuis avec est venu, on s'assoit ensemble, on cause ensemble, on a des idées ensemble. Par exemple, si moi j'accouche, elles vont aller me regarder. Si je perds mon papa, la même chose. Je perds ma maman, la même chose. À l'entame même des activités, les femmes établissent leur règlement intérieur. Elles déterminent le montant de la part. Ici, elles ont voulu que ça soit 500. Sinon, ailleurs, ça peut être 1000 francs, 2000, ça dépend. Au cours de chaque réunion, une femme ne doit pas excéder les 5 parts. Les associations villageoises d'épargne et de crédit connaissent un développement fulgurant dans la région de la Maraoué, où près de 60 avec sont répertoriés. Dans les Tos, ex-village, déplacé du barrage de Kossou, établi dans la sous-préfecture de Boisflé, Atossé fait partie des bons élèves. L'atmosphère est à la fête. L'une des 4 avec que compte le village a mobilisé ses sociétaires pour le partage des parts et dividendes après une année d'exercice correspondant à la fin d'un cycle. Le numéro 12 a cotisé 101 000, plus les intérêts, ça va à 111 000. Le président des jeunes va lui remettre. Voilà. Dans cette avec du village d'Atossé, femmes et hommes sont sociétaires. Ils vivent un moment d'intense émotion et se félicitent d'avoir vu juste en adhérant à une association villageoise d'épargne et de crédit, malgré ses détracteurs et les mauvaises langues. Il y a d'autres qui sont là, ils disent non, il faut bouffer de l'argent, on ne peut pas faire ça. Mais nous, on a pris courage. On dit on va faire. Donc, on a fait ça. Mais aujourd'hui, on sait que 100 000, 35 000, tout ça là, ça nous arrange. Il faut créer les revenus pour pouvoir sortir de la pauvreté et se prendre en charge. Et c'est pour cela que j'ai planté les AVEC dans tous les villages. Avec 500 francs, vous pouvez économiser et puis faire des bonnes choses. Aujourd'hui, l'AVEC dans la région, on peut cibler 280. Ils sont encore nombreux dans les villages de la région de la Maraoué où existent des AVEC, les hommes et les femmes qui hésitent à y adhérer, évoquant des raisons et motivations diverses. Ce n'est pas faute de sensibilisation. Il y a d'abord les préjugés, ensuite l'échec des tontines, les propositions alléchantes des usuriers et enfin la peur de la nouveauté qu'est l'AVEC. L'instrument, pourtant, a considérablement amélioré et changé la vie de ses adhérents à Atossé. Avec l'appui de l'AVEC, on a eu ce projet d'élevage qui nous donne l'engouement même de créer encore d'autres AVEC. Et les gens, on leur a demandé de venir, ils ne veulent pas venir. Mais quand ils sont serrés, ils viennent nous demander du crédit. Celui qui n'est pas dedans, on ne peut pas lui donner l'argent. Ils se disent que nous sommes méchants. Mais ça, ce n'est pas une méchanceté. Le refus d'accorder un prêt aux personnes non membres des AVEC est une exigence de gestion que toutes les associations villageoises d'épargne et de crédit respectent à la lettre. L'objectif recherché est d'amener les adhérents à solliciter des prêts pour développer leurs activités. C'est justement pour cette raison qu'il leur est demandé de maximiser leur part d'épargne pour emprunter plus dans la perspective de projets à réaliser. L'argent doit travailler et ça, c'est cette culture-là qu'on est en train d'inculquer à nos parents. Il faut qu'on ait déjà cette culture de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on apprenne à travailler. Pour réussir, là, on ne peut pas réussir un coup. Il y a des fois, on fait l'échec et puis on tire les leçons de l'échec et puis on avance. Nous nous tenons à leur côté et chaque fois qu'elles nous sollicitent, nous sommes présents pour les guider, pour leur donner les conseils qu'il faut pour qu'elles puissent aller de l'avant. À Ngatakro et à Atossé, il y a à n'en point douter des femmes autonomisées et épanouies dans une dynamique de relèvement économique grâce aux associations villageoises d'épargne et de crédit. Reste à elles maintenant à développer la prise de risque, à tout nécessaire pour réussir dans leurs activités, générer de revenus et en assurer le développement.
Et voilà de belles initiatives à copier pour lutter contre la pauvreté avec un projet pour l'autonomisation économique et financière. C'était le dossier VDC réalisé ce soir par Eugène Atoubé. Les directeurs centraux et régionaux du ministère des Ressources animales et halieutiques sont en conclave à Yamoussoukro. Les travaux portent sur la mise en œuvre et le suivi de la politique de développement du secteur. Les participants sont invités à s'approprier les outils qui seront mis à leur disposition. Charles Tatou. Ces travaux de formation viennent pour mettre à la disposition des directeurs centraux et régionaux du ministère des Ressources animales et halieutiques des techniques et outils nécessaires à une meilleure programmation des activités de mise en œuvre de la politique nationale de développement, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2022-2026. Avec cette approche, le ministre Sidi Touré veut faire des filières animales et halieutiques une source de croissance durable et de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes, tout en contribuant à la réduction de la faim en Côte d'Ivoire. Le directeur de cabinet du ministre Sidi Touré exhorte les participants à l'appropriation de ces nouveaux outils. Ces interventions font partie intégrante du programme de gouvernement intitulé Côte d'Ivoire solidaire, politique du président de la République, mise en œuvre par M. Patrick Haché, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le ministère des Ressources animales et halieutiques dans ces différentes initiatives. Je vous encourage donc, chacun en ce qui le concerne, à vous impliquer effectivement dans l'appropriation des outils qui seront mis à votre disposition et aussi à vous appliquer, à les disséminer auprès de vos collaborateurs. Cette formation, qui prend fin vendredi après-midi, permettra aux participants d'être mieux outillés afin de relever le défi de la transformation de la Côte d'Ivoire en un pays autosuffisant en produits animaux et halieutiques. Le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, capitale, s'est réuni ce vendredi à Accra, capitale ghanéenne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayoumani, et son homologue ghanéen de l'alimentation et de l'agriculture y ont pris part. Les échanges ont porté sur la composition du secrétariat exécutif et la stratégie à adopter, entre autres. Le compte-rendu complet de nos reporters dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire partage son expérience sur la promotion du genre au siège de l'UNESCO à Paris. Thème au menu de cette rencontre dans la capitale française, la déconstruction des stéréotypes sexistes. Efrazi Yao, conseiller spécial du président Ouattara, chargé du genre, a fait une communication pour évoquer la politique du genre dans notre pays. Éric Goré, Franck Wadio. Efrazi Yao chez Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre français, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Objectif, l'inviter à participer à la célébration des 10 ans du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Avant de prendre congé de son hôte, la coordinatrice nationale du Compédium a offert une œuvre littéraire écrite par elle à la ministre française déléguée. Un ouvrage de management, mais surtout un ouvrage qui va sortir beaucoup de jeunes de leur situation. Parce que la base de toute réussite, c'est la confiance. C'est de voir l'expérience des uns et des autres. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert ma vie pour tous ces jeunes qui, à mon avis, après la lecture, auront leur vie transformée. Et c'est l'essentiel. En outre, Efrazi Yao s'est entretenu avec Louise Michikubo, secrétaire générale de l'OIF, pour parler des 10 ans du Compédium. Nous sommes venus l'inviter, nous sommes venus partager avec elle ce que nous souhaiterions faire. Elle a donné des conseils d'usage et elle a vraiment souhaité que nous fassions une grande activité autour de ce 10e anniversaire en parlant de la valorisation des compétences. Et je pense qu'elle était très heureuse de nous accueillir. Elle a donné son accord de principe qu'on va relever cela au président de la République. Et puis, elle a demandé que nos équipes se mettent ensemble pour travailler, bien sûr avec l'Union africaine. La célébration des 10 ans du Compédium se fera de façon éclatée et va toucher 3 grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké et Korogo.
Le compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire vise à la mise en œuvre des résolutions internationales et des normes juridiques nationales en matière de genre. Sur place ici à Abidjan, le quartier Port-Bouedeux dans la commune de Yopougon. Les 23 chefs de communauté ont désigné leur chef central. Il a été installé par les autorités municipales. Sa mission, régler les litiges, consolider le vivre ensemble et penser développement du quartier. Le témoignage de Théodore Zouzou et Franck Quadio. Mamadou Traoré, natif de Dabakala, est le nouveau chef des 23 communautés habitant la commune de Yopougon. Chef de la communauté Sénoufo, il est alors installé dans ses attributs de chef central, selon le conseil social des communautés traditionnelles du quartier, par Issoufou Koulibaly, représentant le premier magistrat de la commune, Gilbert Koné Kafana, ainsi que ses pairs venus d'ailleurs. Sa mission, construire la cohésion sociale, le vivre ensemble, ainsi qu'un environnement de paix dans ce quartier aux populations cosmopolites. Des danses féminines traditionnelles du Nord et de bien d'autres contrées en présence de tous les autres chefs de communauté. Traduction d'une adhésion, d'une communion totale au choix de Mamadou Traoré, une union saluée par Issoufou Koulibaly. Tous les 5 chefs qui sont passés avant le chef Traoré, c'est des chefs qui viennent des différentes régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est une véritable intégration, une véritable cohésion à laquelle nous assistons ici à Port-Bouedeux. Nous souhaitons que chaque fois que vous allez avoir des difficultés ici à Port-Bouedeux, que la résolution de ces difficultés vous permette d'être davantage plus unis et plus forts. C'est en cela que vous pouvez atteindre vos objectifs. Depuis la mise en place le 15 février 1997 du Conseil social des 23 communautés, Mamadou Traoré est le 6e chef central de Port-Bouedeux, un quartier de la commune de Yopougon. La belle ambiance qui nous permet donc de passer à l'actualité sportive africaine dominée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, en cours au Cameroun. Et on revient sur cette belle victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie hier. Les éléphants se sont qualifiés pour le 8e de finale en battant les Fennecs d'Algérie 3-1. Un match qui était très attendu des Ivoiriens. Imaginez donc la joie des supporters dans la ville d'Abidjan et partout dans le pays. Serge Pacom Didi, Jean Magagui nous rapporte l'ambiance. Liesse populaire dans le district d'Abidjan. Les populations célèbrent avec ferveur la victoire des éléphants face aux Fennecs d'Algérie. Elles sont heureuses de voir leur équipe qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Yopougon place Figayo. De nombreux supporters ne boudent pas leur joie. Des artistes également de la partie pour célébrer la victoire des éléphants. Des supporters confiants. Pour eux, cette rencontre face à l'Algérie était déjà un acquis. Avant l'entame du match, des pronostics en faveur des éléphants. Oui. 5-0. Un match très attendu des Ivoiriens qui se regroupent dans des espaces aménagés dans les quartiers, sur le lieu de travail, dans les espaces de divertissement. On attend impatiemment le premier but. Les éléphants ouvrent le score avec un but de Franck Yannick Kessier. C'est l'histoire. Sangaré en fait de même. Difficile pour les Ivoiriens de contenir leur joie. Les matchs des éléphants sont des moments propices pour les espaces de nuit. Les clients s'y retrouvent. C'est un regain d'activité pour nous autres. Tant que les Ivoiriens vont loin, nous également, ça galvanise nos recettes. Et donc, on bénéficie à deux niveaux, tant au niveau financier qu'au niveau patriotique. Village Can Figayo de Yopougon. C'est sur cet espace très prisé que de nombreux supporters fougueux suivent avec attention ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Gonflés à bloc, les éléphants de Côte d'Ivoire décident d'en finir avec les Algériens. Et survint le 3e but de Nicolas Pépé. Les supporters à leur tête, Madame le ministre de la Culture, expriment leur joie. Ce 3e match contre l'Algérie, ça nous rassure de voir une équipe qui a monté en puissance avec tous les attaquants qui sont en pleine forme pour la suite de la compétition. Très grande joie de voir nos éléphants défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Bravo, félicitations. Sur le score de 3-1, les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient ainsi avec panache pour les 8e de finale. Ils terminent premiers de la poule E, une grande revanche face à l'Algérie qui, on se rappelle, avait sorti la Côte d'Ivoire de la CAN 2019 en Égypte.
Les Ivoiriens, encore plus fiers de leur équipe, dansent et chantent en attendant les huitièmes de finale à remporter contre les pharaons d'Égypte. Un autre contentieux footballistique à régler. Et on supporte les éléphants jusqu'au bout. Allez, on va croiser les doigts. On va surtout prier pour la victoire mercredi prochain. La Côte d'Ivoire victorieuse et solidaire du Mali qui est en deuil. Le Mali qui a rendu un dernier hommage à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier dernier. IBK a été inhumé aujourd'hui à l'issue de la cérémonie d'hommage dans la stricte intimité familiale. Les autorités de transition ont décrété un deuil national de 3 jours qui a débuté ce vendredi, jour des obsèques de l'ancien président malien. IBK, décédé dimanche dernier à son domicile à Bamako, a dirigé le Mali à partir de 2013. Il aura donc passé 7 ans à la tête du pays et il sera évincé du pouvoir par un coup d'État militaire en août 2020. Et vous l'avez compris, c'est ici que l'on s'arrête ce soir. Je vous retrouve avec grand plaisir demain 20h. D'ici là, prenez soin de vous. Ce soir, il aura 23h.